Alors bien entendu, ce titre que vous venez de lire est une provocation. Mais il faut parfois provoquer pour présenter des choses simples et cependant horribles. Car ce que nous allons vous présenter, ce sont en fait différentes attitudes, différentes scènes qui sont quelque peu habituelles et qui, à cause même de cette habitude, peuvent être maltraitantes sans que nous puissions en rendre compte. Méfiez-vous du chat qui dort, dit un dicton. Méfiez-vous de ce qui est la routine, de ce qui est l'habitude, qui peut ainsi camoufler des choses, des scènes, des attitudes qui peuvent être répréhensibles. Bien sûr, les différentes scènes que nous vous présentons, que vous allez voir, ces différentes scènes, vous pouvez les critiquer. Vous pouvez critiquer même notre démarche. La critique permet davantage d'approcher la vérité. Il y a quelques années, le professeur Jean-Pierre Bouchon, gériatre, avait déjà utilisé cette formule pour présenter aux médecins les faits et les non-faits, les actes et les non-actes susceptibles d'aggraver la santé d'une personne âgée. Nous le remercions parce que nous avons repris cette présentation et que c'est celle-là que nous allons maintenant vous offrir. Cette vieille dame demande maintenant une surveillance quasi permanente. Elle ne peut plus faire seule sa toilette, ni préparer ses repas, ni se coucher sans être aidée. C'est l'évolution normale de sa maladie d'Alzheimer. Elle ne peut plus rien faire seule, elle est trop dépendante, elle doit rejoindre une maison de retraite. Inscription dans plusieurs maisons, avec chaque fois dans chacune, consultation médicale préalable, inscription sur liste d'attente et beaucoup d'autres choses. Un jour, une place se libère et sans avoir le choix, presque du jour au lendemain, le transfert du domicile vers l'institution doit se faire. Et si la personne est réticente? Alors, on ruse avec elle. Un séjour temporaire pendant les vacances de la famille est vite transformé en séjour définitif dès la fin des congés. Une visite à une vieille amie qui se trouve déjà dans cette maison permet, comme par hasard, de séjourner une première nuit dans une chambre justement libre à ce moment-là. Une valise de linge suivra dès le lendemain pour prolonger le séjour. Une maison de repos transitoire après un séjour à l'hôpital se transforme en quelques semaines en maison de retraite pour un séjour définitif. Parce que si on entre en maison de retraite, on n'en sort que très rarement. La préparation à l'entrée peut prendre différentes formes. Généralement, c'est par une visite à domicile que nous ferons connaissance. Mais pour certaines personnes âgées, il sera quasiment impossible de franchir le seuil d'un établissement médicalisé. Et la rencontre avec l'équipe et les personnes âgées dépendantes pourra se faire alors dans le cadre d'un accueil de week-end, dans une résidence de vacances et avec un membre de la famille. Pour un certain nombre de personnes, nous pourrons faire un accueil à la journée. Mais dans la plupart des cas, c'est dans le cadre d'un accueil temporaire que les personnes âgées pourront se familiariser le mieux avec l'institution et dans la mesure où elles le vivront comme un essai, il sera mieux accepté. Elle m'attache au lit, toute la nuit. Je ne peux pas bouger. Je suis prisonnier. Ce sont des femmes méchantes, des sorcières. Je n'ai rien fait de mal. Au secours! C'est un patient très agité, il délire, il se lève la nuit. Il a même escaladé les barrières de son lit. L'autre nuit, il est tombé. C'est pour ça qu'on l'attache. Vous comprenez, docteur, je suis sa femme. Parfois je m'endors à côté de lui sur un fauteuil, ça le rassure. Mais la nuit, il s'agite, il veut se lever, il crie même parfois. Il faudrait lui donner un produit pour le faire dormir, mais pas l'attacher. C'est horrible de l'attacher. Je comprends, mais on ne peut pas l'assommer avec des fortes doses de sédatifs. Je sais, ce n'est pas drôle d'être attaché pour dormir, mais sa maladie du cerveau l'empêche de comprendre. Ce n'est pas simple. Et la tranquillité des autres pensionnaires, cela compte aussi. Toute la nuit, prisonnier, des sorcières, au secours!
L'attachement, la contention produisent souvent une agitation réactionnelle. De nombreuses études ont prouvé que certaines agitations, voire certains délires, ne se produisent que lorsqu'il y a contrainte. Certains préfèrent déambuler la nuit. Eh bien, accueillons-les au salon avec des biscuits, quelques boissons. La nuit était pour eux peut-être quelque chose d'important et qu'ils ont du mal à changer. Alors, essayons de parler avec eux et de les comprendre. Elle est attachée dans son fauteuil? Vous êtes bizarre ici, attachée comme une folle. Écoutez, si on ne l'attache pas, elle se lève, elle risque de tomber, elle déambule dans le couloir, elle dérange les autres, elle gêne tout le monde. Mais regardez, elle a glissé presque à terre, et elle est toujours attachée. D'accord, mais comment faire? On ne peut pas mettre un gardien près d'elle en permanence. Quand on est avec elle dans sa chambre, on desserre les attaches, on peut la surveiller. Vous, la famille, faites la même chose quand vous venez la voir. Et venez plus souvent, elle sera libre davantage. Il y a trop souvent un recours aux contentions. Les soignants disent que c'est pour éviter les déambulations et pour ainsi diminuer le risque de chute. C'est faux. Il faut en fait beaucoup de rigueur quand on prescrit une contention. Depuis qu'il existe des guidelines NAS, on sait qu'il faut absolument que cette décision soit prise en équipe et soit prescrite par le médecin généraliste et le médecin traitant pour une durée limitée et réévaluer ensuite cette contention. Plateau repas loin des mains, trop loin. Allez, bon appétit. À tout à l'heure. Carafe d'eau trop lourde et difficile à tenir, trop loin ou remplie d'une eau qui devient vite tiède. Buvez. Buvez. C'est la consigne. Couteau en plastique qui ne coupe pas. Cuillère trop grande pour le pot. Il faut faire un effort pour vous débrouiller toute seule. Dessert au milieu du poisson, immangeable. Oh, tout est ensemble. Oh, ça a glissé. Finalement, c'est plus pratique à manger. Plateau repas presque plein et retiré trop vite. Vous n'avez pas encore commencé. Tant pis, je dois débarrasser. Manque d'appétit ou manque de personnel? Qu'il s'agisse de personnes valides ou de malades ne pouvant quitter leur lit, le repas est toujours un temps fort dans la journée. Tout ce qui vient d'être dit est caricatural, mais a parfois été observé. Ne l'admettez pas ni entre vous, ni avec les familles. Vous êtes débordés, demandez l'aide de la famille et des bénévoles pour certaines choses. Si le repas n'est pas consommé, il y a problème. Pouvez-vous proposer autre chose? Il faut toujours qu'il y ait un petit choix, une petite carte en quelque sorte. Cela devrait être fait le jour même de l'entrée en institution ou à l'hôpital. Et pour les distributions des boissons, ne pas oublier le recours à des équipes regroupant personnel, famille et bénévoles. Vous savez, monsieur Gérard, le grand au bout du couloir, il paraît qu'il est très gentil avec Madame Rose, très gentil. Il lui rend fréquemment service, lui porte des choses. Ne me parlez pas d'eux, je les trouve, comment dire, inconvenants, c'est cela, inconvenants. Il ne faut pas exagérer, il n'y a rien d'inconvenant à être gentil. Ça ne se fait pas, c'est tout. Ça finit par être gênant pour tout le monde, leur messe basse, leur sourire, leur cachotterie, et même, voulez-vous qu'ils fassent de mal? Ils s'aiment bien, c'est tout. Ils aiment être ensemble. Et leur famille, qu'est-ce qu'elles en pensent? Leur famille, pour ce qu'elles viennent. Justement, si personne ne les surveille, je vais en parler à la directrice. L'amour est vital et de tous les âges. Bien évidemment, lorsque l'on devient plus âgé, la sexualité est plus calme. Elle peut essentiellement se constituer de sollicitude et de tendresse. Et cela peut passer par le fait de garder simplement la main de l'autre dans sa main, une main à la peau parfois translucide, parcheminée, et cela, c'est un crime de l'interdire, c'est un crime de le parer de pensées lubriques. Et quand bien même cela irait plus loin, est-ce que cela serait un crime également ? Madame la directrice, mes parents sont dans votre établissement depuis 1 mois et je me permets d'attirer votre attention sur quelques points. Je leur rends visite chaque jour et il arrive souvent qu'ils se plaignent de ne pas avoir eu leur petit déjeuner. J'ai remarqué par ailleurs que le linge de toilette reste sale au-delà d'1 semaine.
Enfin, ma mère a besoin de soins infirmiers quotidiens à son pied, et ils sont souvent oubliés. La semaine dernière, plus de 3 jours sans soins. Tout cela a été plusieurs fois signalé et même consigné sur le livre de réclamation prévu au secrétariat, mais sans aucun résultat. Je vous remercie, Madame la directrice, de bien vouloir intervenir auprès des personnes affectées à ces services. Réponse habituelle. C'est très exagéré, nous ne sommes pas un hôtel. Si cela ne vous satisfait pas, reprenez vos parents chez vous. Il y a 25 personnes en liste d'attente pour entrer chez nous. Dialogue de sourds. Insatisfaction tantôt agressive, tantôt soumise des familles angoissées. Insatisfaction fataliste, parfois vive, des cadres et des personnels de l'institution. Rétablir un dialogue, une communication vraie entre les membres du personnel de l'institution, les directeurs et tous les acteurs, entre les familles et les résidents, est indispensable. Bien sûr, c'est difficile, délicat quelquefois, mais c'est incontournable. Et ceci peut se faire dans le cadre du Conseil de la vie sociale, mis en place depuis la signature des conventions tripartites. Elle marche, cette sonnette. Oh, j'ai beau appuyer, personne ne vient. Il n'y a plus personne. C'est pourtant pas dimanche. Oh, c'est toujours la même qui nous dérange. C'est Madame Dupont, en plein dans l'heure de la pause. Oui, mais la pause, c'est sacré. Laisse sonner, elle se fatiguera avant nous. Mais n'arrête pas. Tant pis, j'éteins le tableau. J'aurai la paix. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Voici encore l'exemple d'une situation qui nécessite un dialogue. Respecter les besoins des patients en cherchant les causes véritables de sollicitations constantes, fatigantes parfois. Respecter aussi les besoins des soignants, constamment sollicités, qui ont besoin de souffler et ont le droit de se reposer. Pour cela, il faut, par la parole, par les échanges entre les personnels, par l'écoute des patients, revenir à une communication véritable qui induit certes des compromis, mais surtout respect et confiance de part et d'autre. Je suis dans ma chambre. Ma chambre s'ouvre sur le couloir. C'est le couloir de ma maison. Le couloir va jusqu'à la porte. C'est la porte de ma maison qui donne sur la rue. La rue mène à la place du village où j'habite. Le village est dans la campagne. Dans la campagne, il y a la route qui conduit au village voisin. On est dans le Poitou, en France, en Europe, sur la Terre. Je suis dans une chambre. Tiens, un couloir, mais où va-t-il? Une porte? Je suis dehors. Je ne reconnais rien. Il faut que je retrouve la maison. Je marche dans une rue. Je suis perdu. Une place de village. Je ne la reconnais pas. Je vais plus loin. Il faut que je retrouve la chambre. Une route. Je la suis. Mais d'où je viens? Où je vais? Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais ici? Un car arrive. Je monte dedans. Il s'arrête, je descends. Je ne reconnais rien. Je veux rentrer. Dans le premier cas qui a été évoqué, nous sommes allés de paysage en paysage, mais chaque paysage étant relié par un trajet. De sorte que nous savons où nous allons, nous savons d'où nous venons. C'est un petit peu comme si, en quittant notre ville, nous allions vers une autre ville, dans un pays que nous connaissons, ce pays étant dans l'Europe occidentale, et cette Europe occidentale étant même située dans un monde que nous pouvons mieux faire figurer dans notre esprit. Nous avons donc atteint l'espace géographique. Dans un deuxième temps, dans une deuxième cas de figure, nous allons aller
d'espace de paysage en paysage, mais chaque fois en perdant la notion du paysage antérieur, celui d'où l'on vient, et en ne sachant pas vers quel paysage nous allons aller, et cette notion fait que peu à peu, nous avons perdu l'espace géographique. Et c'est le cas de personnes présentant une maladie d'Alzheimer, par exemple, ou une autre dépendance intellectuelle grave, qui fait que cette perte de l'espace géographique fait que cette personne va aller sans savoir où, et elle va se perdre. Et de ce fait, elle va se trouver assez rapidement dans un autre monde, un monde inconnu. Et à ce moment-là apparaît une grande panique et une grande aggravation de son état. C'est dire que dans ce deuxième cas, ce n'est pas un bracelet électronique, ce n'est pas l'affichage de son nom et de son adresse dans son dos qui pourront empêcher cette panique de se créer, c'est simplement l'accompagnement. Il faudra donc que cette personne soit accompagnée par quelqu'un de sa famille, ou accompagnée par un bénévole, ou accompagnée par quelqu'un du personnel. Il se créera même d'ailleurs une relation éventuellement d'amitié avec la personne qui l'accompagne. Mais ceci supprimera cette panique dont nous avons parlé, qui peut être aggravante de l'état intellectuel et de l'état psychique de la personne. Donc, comme vous me l'avez demandé, en tant que notaire, j'ai préparé les documents pour le legs de vos avoirs au profit de l'association Entraide Vieillesse. Après mon décès, bien sûr. Bien sûr, madame. Et le plus tard possible. Vous êtes encore jeune, 85 ans. Je reprends. Vous savez que cette association, sans but lucratif, est dirigée par la mère de la directrice de cet établissement où vous êtes depuis bientôt 3 ans. Bien sûr, nous avons vu cela avec vous depuis longtemps. En effet, c'est avec moi que les papiers ont été préparés. L'importance de vos avoirs méritait bien un testament. Je reprends. Ce legs servira à mieux soigner les pensionnaires et surtout à permettre à des personnes, disons, moins fortunées que vous, en difficulté, dans le besoin, de pouvoir rejoindre cet établissement. C'est pour cela que je le fais. Je ne sais plus très bien où j'en suis, mais je vous fais confiance. Je n'ai plus de famille, pas d'enfants. Je veux que cet argent aide les plus démunis. C'est exactement la vocation caritative de cette association. Madame la directrice y tient beaucoup. Et votre nom sera sur la plaque des donateurs dans le hall de notre chère maison. C'est bien. Alors, où je signe ? Voilà une affaire rondement menée. Dans la réalité, la loi encadre sérieusement les laits, notamment des personnes âgées. Ainsi, un médecin qui a soigné une personne âgée lors de sa dernière maladie ne peut pas être bénéficiaire d'un lait. Il en est de même d'ailleurs d'un propriétaire ou d'un directeur ou même de n'importe quel employé d'un établissement hébergeant des personnes âgées qui est dans l'interdiction absolue de recevoir un lait. En ce qui concerne les associations, la loi prévoit également un cadre strict, c'est-à-dire que seuls peuvent bénéficier de ce genre de lait une association qui a dans ses statuts un but de bienfaisance et d'assistance, et également, bien entendu, les associations reconnues d'utilité publique, où là, la sécurité, en cas de donation, est très importante. Mais ces laits doivent faire l'objet d'un arrêté préfectoral les autorisant dans tous les cas. Allez, la mamie, c'est l'heure de la couche, comme tout le monde. Mais écoutez, je n'ai pas besoin. Je ne suis pas un bébé ni une impotente. Je peux aller aux toilettes, il suffit de m'aider. On n'a pas que ça à faire. On met la couche et bonne nuit. Je me plaindrai. Alors la mamie, on n'a pas fait son pipi cette nuit, la couche est sèche. Je me retiens. Je veux qu'on m'emmène aux toilettes. Je ne veux pas de cette couche. Emmenez-moi.
Ah, on n'a pas le temps. Je reviens dans 5 minutes. Faites votre pipi dans la couche, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que c'est que ces fantaisies d'enfants gâtés? Je ne suis ni gâtée ni gâteuse. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Cette situation peut paraître caricaturale, mais il est vrai que dans beaucoup d'institutions, on met encore des couches à titre systématique à tous les résidents. Or, c'est une évidence de dire qu'il faut absolument sauvegarder l'autonomie existante des patients. Il faut prendre le temps de repérer les horaires de miction afin d'accompagner les patients aux toilettes à heure fixe. Une telle démarche permet d'améliorer un tiers à la moitié de tous les résidents. Ceci dépend bien sûr de leur participation à cette démarche. Vous venez de suivre nos 10 séquences. Et pour paraphraser La Fontaine, je pourrais dire ces histoires valaient bien des dessins sans doute. Eh bien maintenant, nous allons vous inviter à suivre ce parcours semé d'obstacles sur le jeu de loi en quelque sorte préparé par nos dessinateurs. Ce que vous venez de voir, ce sont quelques-unes de nos réflexions à propos des signalements que nous recevons. Et ces signalements sont déjà nombreux, près de 40 000 depuis 1996. Alors tous ensemble, nous les étudions et nous tentons d'en tirer un certain nombre de conclusions. Car c'est grâce à cela que nous pouvons vous transmettre un certain nombre de nos connaissances. Regardez cette carte. 50 associations départementales qui maintenant commencent à se regrouper en régions et qui toutes ensemble forment la Fédération Alma France. Dans chacune de ces associations figure un système à 3 étages. Au premier étage, des écoutants. Des écoutants bénévoles pour la plupart, des retraités, des professions sanitaires, sociales ou soignantes ou de l'éducation nationale, des quelques jeunes également. Et puis, ils sont tous formés par Alma France à l'écoute et aux différentes formes de maltraitance. Deuxième étage, ce sont les référents qui les encadrent. Des référents qui eux aussi travaillent dans le cadre sanitaire et social ou administratif ou juridique et qui viennent étudier les dossiers avec eux et tentent de voir quel prolongement on peut leur donner. Et puis le troisième étage, c'est un panel de consultants. Retenez bien cela, dans chaque département, un panel de consultants regroupant le procureur, mais également les représentants des grandes administrations, de la DAS, du Conseil général, de la Sécurité sociale et de bien d'autres, de l'ordre des médecins et également des psychiatres, des gériatres, etc. Vous trouverez tous ces détails dans la plaquette qui vous sera remise à la fin de cette présentation. Et tous ensemble vont tenter de mieux comprendre et de travailler pour prévenir ces maltraitances, les traiter éventuellement. Car avec eux tous, les cas les plus graves vont être décortiqués, analysés et des solutions seront proposées. Et avec tous,
nous allons surtout tenter de rétablir la confiance, de rétablir le dialogue. Retenez bien ceci, c'est par la parole que reviendra cette confiance, cette collaboration entre tous. Par la parole, parler avec les familles, parler avec les médecins, parler avec tous ceux qui travaillent dans l'institution et vous verrez que tout cela ira beaucoup mieux. La paix reviendra par le dialogue. Merci de votre attention. Alors, bien entendu, ce titre que vous venez de lire est une provocation. Mais il faut parfois provoquer pour présenter des choses simples et cependant horribles. Car ce que nous allons vous présenter, ce sont en fait différentes attitudes, différentes scènes qui sont quelque peu habituelles et qui, à cause même de cette habitude, peuvent être maltraitantes sans que nous puissions en rendre compte. Méfiez-vous du chat qui dort, dit un dicton. Méfiez-vous de ce qui est la routine, de ce qui est l'habitude, qui peut ainsi camoufler des choses, des scènes, des attitudes qui peuvent être répréhensibles. Bien sûr, les différentes scènes que nous vous présentons, que vous allez voir, ces différentes scènes, vous pouvez les critiquer. Vous pouvez critiquer même notre démarche. La critique permet davantage d'approcher la vérité. Il y a quelques années, le professeur Jean-Pierre Bouchon, gériatre, avait déjà utilisé cette formule pour présenter aux médecins les faits et les non-faits, les actes et les non-actes susceptibles d'aggraver la santé d'une personne âgée. Nous le remercions parce que nous avons repris cette présentation et que c'est celle-là que nous allons maintenant vous offrir. Cette vieille dame demande maintenant une surveillance quasi permanente. Elle ne peut plus faire seule sa toilette, ni préparer ses repas, ni se coucher sans être aidée. C'est l'évolution normale de sa maladie d'Alzheimer. Elle ne peut plus rien faire seule, elle est trop dépendante, elle doit rejoindre une maison de retraite. Inscription dans plusieurs maisons, avec chaque fois dans chacune, consultation médicale préalable, inscription sur liste d'attente et beaucoup d'autres choses. Un jour, une place se libère et sans avoir le choix, presque du jour au lendemain, le transfert du domicile vers l'institution doit se faire. Et si la personne est réticente? Alors, on ruse avec elle. Un séjour temporaire pendant les vacances de la famille est vite transformé en séjour définitif dès la fin des congés. Une visite à une vieille amie qui se trouve déjà dans cette maison permet, comme par hasard, de séjourner une première nuit dans une chambre justement libre à ce moment-là. Une valise de linge suivra dès le lendemain pour prolonger le séjour.
Une maison de repos transitoire après un séjour à l'hôpital se transforme en quelques semaines en maison de retraite pour un séjour définitif. Parce que si on entre en maison de retraite, on n'en sort que très rarement. La préparation à l'entrée peut prendre différentes formes. Généralement, c'est par une visite à domicile que nous ferons connaissance. Mais pour certaines personnes âgées, il sera quasiment impossible de franchir le seuil d'un établissement médicalisé. Et la rencontre avec l'équipe et les personnes âgées dépendantes pourra se faire alors dans le cadre d'un accueil de week-end, dans une résidence de vacances et avec un membre de la famille. Pour un certain nombre de personnes, nous pourrons faire un accueil à la journée. Mais dans la plupart des cas, c'est dans le cadre d'un accueil temporaire que les personnes âgées pourront se familiariser le mieux avec l'institution et dans la mesure où elles le vivront comme un essai, il sera mieux accepté. Elle m'attache au lit, toute la nuit. Je ne peux pas bouger. Je suis prisonnier. Ce sont des femmes méchantes, des sorcières. Je n'ai rien fait de mal. Au secours! C'est un patient très agité, il délire, il se lève la nuit. Il a même escaladé les barrières de son lit. L'autre nuit, il est tombé. C'est pour ça qu'on l'attache. Vous comprenez, docteur, je suis sa femme. Parfois je m'endors à côté de lui sur un fauteuil, ça le rassure. Mais la nuit, il s'agite, il veut se lever, il crie même parfois. Il faudrait lui donner un produit pour le faire dormir, mais pas l'attacher. C'est horrible de l'attacher. Je comprends, mais on ne peut pas l'assommer avec des fortes doses de sédatifs. Je sais, ce n'est pas drôle d'être attaché pour dormir, mais sa maladie du cerveau l'empêche de comprendre. Ce n'est pas simple. Et la tranquillité des autres pensionnaires, cela compte aussi. Toute la nuit. Prisonnier. Des sorcières. Au secours! L'attachement, la contention produisent souvent une agitation réactionnelle. De nombreuses études ont prouvé que certaines agitations, voire certains délires, ne se produisent que lorsqu'il y a contrainte. Certains préfèrent déambuler la nuit. Eh bien, accueillons-les au salon avec des biscuits, quelques boissons. La nuit était pour eux peut-être quelque chose d'important et qu'ils ont du mal à changer. Alors, essayons de parler avec eux et de les comprendre. Elle est attachée dans son fauteuil? Vous êtes bizarre ici, attachée comme une folle. Écoutez, si on ne l'attache pas, elle se lève, elle risque de tomber, elle déambule dans le couloir, elle dérange les autres, elle gêne tout le monde. Mais regardez, elle a glissé presque à terre, et elle est toujours attachée. D'accord, mais comment faire? On ne peut pas mettre un gardien près d'elle en permanence. Quand on est avec elle dans sa chambre, on desserre les attaches, on peut la surveiller. Vous, la famille, faites la même chose quand vous venez la voir. Et venez plus souvent, elle sera libre davantage. Il y a trop souvent un recours aux contentions. Les soignants disent que c'est pour éviter les déambulations et pour ainsi diminuer le risque de chute. C'est faux. Il faut en fait beaucoup de rigueur quand on prescrit une contention. Depuis qu'il existe des guidelines NAS, on sait qu'il faut absolument que cette décision soit prise en équipe et soit prescrite par le médecin généraliste et le médecin traitant pour une durée limitée et réévaluer ensuite cette contention. Plateau repas loin des mains, trop loin. Allez, bon appétit. À tout à l'heure. Carafe d'eau trop lourde et difficile à tenir, trop loin ou remplie d'une eau qui devient vite tiède. Buvez. Buvez. C'est la consigne. Couteau en plastique qui ne coupe pas. Cuillère trop grande pour le pot. Il faut faire un effort pour vous débrouiller toute seule. Dessert au milieu du poisson, immangeable. Oh, tout est ensemble. Oh, ça a glissé. Finalement, c'est plus pratique à manger. Plateau repas presque plein et retiré trop vite. Vous n'avez pas encore commencé. Tant pis, je dois débarrasser. Manque d'appétit ou manque de personnel? Qu'il s'agisse de personnes valides ou de malades ne pouvant quitter leur lit, le repas est toujours un temps fort dans la journée. Tout ce qui vient d'être dit est caricatural, mais a parfois été observé. Ne l'admettez pas ni entre vous, ni avec les familles. Vous êtes débordés, demandez l'aide de la famille et des bénévoles pour certaines choses. Si le repas n'est pas consommé, il y a problème. Pouvez-vous proposer autre chose? Il faut toujours qu'il y ait un petit choix, une petite carte en quelque sorte.
Cela devrait être fait le jour même de l'entrée en institution ou à l'hôpital. Et pour les distributions des boissons, ne pas oublier le recours à des équipes regroupant personnel, famille et bénévoles. Vous savez, monsieur Gérard, le grand au bout du couloir, il paraît qu'il est très gentil avec Madame Rose, très gentil. Il lui rend fréquemment service, lui porte des choses. Ne me parlez pas d'eux, je les trouve, comment dire, inconvenants. C'est cela, inconvenants. Il ne faut pas exagérer. Il n'y a rien d'inconvenant à être gentil. Ça ne se fait pas, c'est tout. Ça finit par être gênant pour tout le monde, leur messe basse, leur sourire, leur cacheterie, et même, voulez-vous qu'ils fassent de mal? Ils s'aiment bien, c'est tout. Ils aiment être ensemble. Et leur famille, qu'est-ce qu'elles en pensent? Leur famille, pour ce qu'elles viennent. Justement, si personne ne les surveille, je vais en parler à la directrice. L'amour est vital et de tous les âges. Bien évidemment, lorsque l'on devient plus âgé, la sexualité est plus calme. Elle peut essentiellement se constituer de sollicitude et de tendresse. Et cela peut passer par le fait de garder simplement la main de l'autre dans sa main, une main à la peau parfois translucide, parcheminée, et cela, c'est un crime de l'interdire, c'est un crime de le parer de pensées lubriques. Et quand bien même cela irait plus loin, est-ce que cela serait un crime également ? Madame la directrice, mes parents sont dans votre établissement depuis 1 mois et je me permets d'attirer votre attention sur quelques points. Je leur rends visite chaque jour et il arrive souvent qu'ils se plaignent de ne pas avoir eu leur petit déjeuner. J'ai remarqué par ailleurs que le linge de toilette reste sale au-delà d'1 semaine. Enfin, ma mère a besoin de soins infirmiers quotidiens à son pied et ils sont souvent oubliés. La semaine dernière, plus de 3 jours sans soins. Tout cela a été plusieurs fois signalé et même consigné sur le livre de réclamation prévu au secrétariat, mais sans aucun résultat. Je vous remercie, Madame la directrice, de bien vouloir intervenir auprès des personnes affectées à ces services. Réponse habituelle. C'est très exagéré, nous ne sommes pas un hôtel. Si cela ne vous satisfait pas, reprenez vos parents chez vous. Il y a 25 personnes en liste d'attente pour entrer chez nous. Dialogue de sourds. Insatisfaction tantôt agressive, tantôt soumise des familles angoissées. Insatisfaction fataliste, parfois vive, des cadres et des personnels de l'institution. Rétablir un dialogue, une communication vraie entre les membres du personnel de l'institution, les directeurs et tous les acteurs, entre les familles et les résidents est indispensable. Bien sûr, c'est difficile, délicat quelquefois, mais c'est incontournable. Et ceci peut se faire dans le cadre du Conseil de la vie sociale, mis en place depuis la signature des conventions tripartites. Elle marche, cette sonnette. Oh, j'ai beau appuyer, personne ne vient. Il n'y a plus personne. C'est pourtant pas dimanche. Oh, c'est toujours la même qui nous dérange. C'est Madame Dupont, en plein dans l'heure de la pause. Oui, mais la pause, c'est sacré. Laisse sonner, elle se fatiguera avant nous. Mais n'arrête pas. Tant pis, j'éteins le tableau, j'aurai la paix. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Voici encore l'exemple d'une situation qui nécessite un dialogue. Respecter les besoins des patients en cherchant les causes véritables de sollicitations constantes, fatigantes parfois. Respecter aussi les besoins des soignants, constamment sollicités, qui ont besoin de souffler et ont le droit de se reposer. Pour cela, il faut, par la parole, par les échanges entre les personnels, par l'écoute des patients, revenir à une communication véritable qui induit certes des compromis, mais surtout respect et confiance de part et d'autre. Je suis dans ma chambre s'ouvre sur le couloir, c'est le couloir de ma maison. Le couloir va jusqu'à la porte, c'est la porte de ma maison qui donne sur la rue.
La rue mène à la place du village où j'habite. Le village est dans la campagne. Dans la campagne, il y a la route qui conduit au village voisin. On est dans le Poitou, en France, en Europe, sur la Terre. Je suis dans une chambre. Tiens, un couloir, mais où va-t-il? Une porte? Je suis dehors. Je ne reconnais rien. Il faut que je retrouve la maison. Je marche dans une rue. Je suis perdu. Une place de village. Je ne la reconnais pas. Je vais plus loin. Il faut que je retrouve la chambre. Une route. Je la suis. Mais d'où je viens? Où je vais? Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais ici? Un car arrive. Je monte dedans. Il s'arrête, je descends. Je ne reconnais rien. Je veux rentrer. Dans le premier cas qui a été évoqué, nous sommes allés de paysage en paysage, mais chaque paysage étant relié par un trajet. De sorte que nous savons où nous allons, nous savons d'où nous venons. C'est un petit peu comme si, en quittant notre ville, nous allions vers une autre ville, dans un pays que nous connaissons, ce pays étant dans l'Europe occidentale, et cette Europe occidentale étant même située dans un monde que nous pouvons mieux faire figurer dans notre esprit. Nous avons donc atteint l'espace géographique. Dans un deuxième temps, dans une deuxième cas de figure, nous allons aller d'espace de paysage en paysage, mais chaque fois en perdant la notion du paysage antérieur, celui d'où l'on vient, et en ne sachant pas vers quel paysage nous allons aller, et cette notion fait que peu à peu, nous avons perdu l'espace géographique. Et c'est le cas de personnes présentant une maladie d'Alzheimer, par exemple, ou une autre dépendance intellectuelle grave, qui fait que cette perte de l'espace géographique fait que cette personne va aller sans savoir où, et elle va se perdre. Et de ce fait, elle va se trouver assez rapidement dans un autre monde, un monde inconnu. Et à ce moment-là apparaît une grande panique et une grande aggravation de son état. C'est dire que dans ce deuxième cas, ce n'est pas un bracelet électronique, ce n'est pas l'affichage de son nom et de son adresse dans son dos qui pourront empêcher cette panique de se créer, c'est simplement l'accompagnement. Il faudra donc que cette personne soit accompagnée par quelqu'un de sa famille, ou accompagnée par un bénévole, ou accompagnée par quelqu'un du personnel. Il se créera même d'ailleurs une relation éventuellement d'amitié avec la personne qui l'accompagne. Mais ceci supprimera cette panique dont nous avons parlé, qui peut être aggravante de l'état intellectuel et de l'état psychique de la personne. Donc, comme vous me l'avez demandé, en tant que notaire, j'ai préparé les documents pour le legs de vos avoirs au profit de l'association Entraide Vieillesse. Après mon décès, bien sûr. Bien sûr, madame. Et le plus tard possible. Vous êtes encore jeune, 85 ans. Je reprends. Vous savez que cette association, sans but lucratif, est dirigée par la mère de la directrice de cet établissement où vous êtes depuis bientôt 3 ans. Bien sûr, nous avons vu cela avec vous depuis longtemps. En effet, c'est avec moi que les papiers ont été préparés. L'importance de vos avoirs méritait bien un testament. Je reprends. Ce legs servira à mieux soigner les pensionnaires et surtout à permettre à des personnes, disons, moins fortunées que vous, en difficulté, dans le besoin, de pouvoir rejoindre cet établissement. C'est pour cela que je le fais. Je ne sais plus très bien où j'en suis, mais je vous fais confiance. Je n'ai plus de famille, pas d'enfants. Je veux que cet argent aide les plus démunis. C'est exactement la vocation caritative de cette association. Madame la directrice y tient beaucoup.
Et votre nom sera sur la plaque des donateurs dans le hall de notre chère maison. C'est bien. Alors, où je signe? Voilà une affaire rondement menée. Dans la réalité, la loi encadre sérieusement les laits, notamment des personnes âgées. Ainsi, un médecin qui a soigné une personne âgée lors de sa dernière maladie ne peut pas être bénéficiaire d'un lait. Il en est de même d'ailleurs d'un propriétaire ou d'un directeur ou même de n'importe quel employé d'un établissement hébergeant des personnes âgées qui est dans l'interdiction absolue de recevoir un lait. En ce qui concerne les associations, la loi prévoit également un cadre strict, c'est-à-dire que seuls peuvent bénéficier de ce genre de lait une association qui a dans ses statuts un but de bienfaisance et d'assistance, et également, bien entendu, les associations reconnues d'utilité publique, où là, la sécurité, en cas de donation, est très importante. Mais ces laits doivent faire l'objet d'un arrêté préfectoral les autorisant dans tous les cas. Allez, la mamie, c'est l'heure de la couche, comme tout le monde. Mais écoutez, je n'ai pas besoin. Je ne suis pas un bébé ni une impotente. Je peux aller aux toilettes, il suffit de m'aider. On n'a pas que ça à faire. On met la couche et bonne nuit. Je me plaindrai. Alors la mamie, on n'a pas fait son pipi cette nuit, la couche est sèche? Je me retiens. Je veux qu'on m'emmène aux toilettes. Je ne veux pas de cette couche. Emmenez-moi. Ah, on n'a pas le temps. Je reviens dans 5 minutes. Faites votre pipi dans la couche, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que c'est que ces fantaisies d'enfants gâtés? Je ne suis ni gâtée ni gâteuse. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Cette situation peut paraître caricaturale, mais il est vrai que dans beaucoup d'institutions, on met encore des couches à titre systématique à tous les résidents. Or, c'est une évidence de dire qu'il faut absolument sauvegarder l'autonomie existante des patients. Il faut prendre le temps de repérer les horaires de miction afin d'accompagner les patients aux toilettes à heure fixe. Une telle démarche permet d'améliorer un tiers à la moitié de tous les résidents. Ceci dépend bien sûr de leur participation à cette démarche. Vous venez de suivre nos 10 séquences. Et pour paraphraser La Fontaine, je pourrais dire ces histoires valaient bien des dessins sans doute. Eh bien maintenant, nous allons vous inviter à suivre ce parcours semé d'obstacles sur le jeu de loi, en quelque sorte, préparé par nos dessinateurs. Ce que vous venez de voir, ce sont quelques-unes de nos réflexions à propos des signalements que nous recevons. Et ces signalements sont déjà nombreux, près de 40 000 depuis 1996. Alors tous ensemble, nous les étudions et nous tentons d'en tirer un certain nombre de conclusions. Car c'est grâce à cela que nous pouvons vous transmettre un certain nombre de nos connaissances. Regardez cette carte.
50 associations, 50 associations départementales, qui maintenant commencent à se regrouper en régions, et qui toutes ensemble forment la Fédération Alma France. Dans chacune de ces associations figure un système à 3 étages. Au premier étage, des écoutants bénévoles pour la plupart, des retraités, des professions sanitaires, sociales, ou soignantes, ou de l'éducation nationale, des quelques jeunes également. Et puis, ils sont tous formés par Alma France à l'écoute et aux différentes formes de maltraitance. Deuxième étage, ce sont les référents qui les encadrent. Des référents qui eux aussi travaillent dans le cadre sanitaire et social ou administratif ou juridique et qui viennent étudier les dossiers avec eux et tentent de voir quel prolongement on peut leur donner. Et puis le troisième étage, c'est un panel de consultants. Retenez bien cela, dans chaque département, un panel de consultants regroupant le procureur, mais également les représentants des grandes administrations, de la DAS, du Conseil général, de la Sécurité sociale et de bien d'autres, de l'ordre des médecins et également des psychiatres, des gériatres, etc. Vous trouverez tous ces détails dans la plaquette qui vous sera remise à la fin de cette présentation. Et tous ensemble vont tenter de mieux comprendre et de travailler pour prévenir ces maltraitances, les traiter éventuellement. Car avec eux tous, les cas les plus graves vont être décortiqués, analysés et des solutions seront proposées. Et avec tous, nous allons surtout tenter de rétablir la confiance, de rétablir le dialogue. Retenez bien ceci, c'est par la parole que reviendra cette confiance, cette collaboration entre tous. Par la parole, parler avec les familles, parler avec les médecins, parler avec tous ceux qui travaillent dans l'institution et vous verrez que tout cela ira beaucoup mieux. La paix reviendra par le dialogue. Merci de votre attention.